Merci de regarder Balafon Télévision. Bienvenue dans le Grand Plateau. Au menu ce soir, la ville de Douala compte 31 bâtiments présentant de graves problèmes de structure. Les données de la communauté urbaine indiquent que sur ces 31 sites, 19 immeubles menacent de s'effondrer et 12 autres présentent un niveau de risque jugé ordinaire. Ce constat de la municipalité intervient alors que la capitale économique, comme chaque année en saison des pluies, reste exposée à des catastrophes naturelles et humaines. Une situation qui rappelle le drame survenu le 10 juillet dernier à Bonamoussedi, où un immeuble de 2 étages déjà identifié comme risqué s'est effondré, faisant 6 morts. De quoi remettre en lumière un fléau difficile à éradiquer à Douala, celui des constructions anarchiques. La ville, en constante mutation, enregistrerait environ 450 000 constructions sans permis, d'après les données de la CUD. Une situation qui, selon plusieurs observateurs, contribue à l'anarchie urbaine et met en danger la vie des populations. Douala, face aux constructions dangereuses, quelles mesures pour lutter contre ce phénomène? On en parle avec notre invité, Bertrand Bebaïkoué, coordonnateur du guichet unique de facilitation de la délivrance des actes administratifs relatifs à l'utilisation du sol et à la construction, sera avec nous en seconde partie du Grand Plateau, mais avant, place au journal. Le bilan est lourd après l'éboulement survenu hier mardi à la frontière camerouno-centrafricaine, précisément sur le chantier aurifère de Moscou à Zamboua, en République centrafricaine. Au moins 107 personnes ont perdu la vie dans ce drame. Le gouverneur de la région de l'Est, Cameroun, Grégoire Mvango, annonce le rapatriement des dépouilles camerounaises et le renforcement des mesures de sécurité dans la zone. Fondre Marquez revient sur ce drame. Contrary to news circulating online that a tragic landslide on Tuesday at a mining site in Zamboy Court in Cameroon, the governor of the East region, Grégoire Mvango, has refuted the claims and set the record straight. Cette collectivité se trouve en République centrafricaine, mais elle est mitoyenne à un village camerounais également dénommé Zamboy. Mais la confusion n'est pas possible puisque la frontière, la séparation entre les deux villages est matérialisée par le fleuve Kadi. Il faut que je clarifie la situation. Le drame ne s'est pas produit en territoire camerounais, il s'est produit en territoire centrafricain. According to an unofficial report, the death toll stands at over 100. Among the dead are 4 Cameroonians. Il y a quelques Camerounais qui sont concernés. Les dispositions sont prises pour que ces Camerounais soient accueillis dans leur pays s'ils le veulent et qu'ils soient soignés s'ils sont blessés, que les 3, 4 ou 5 morts qui ont été enregistrés soient inhumés dans les conditions idoines. Witnesses on the ground say nationals from other countries who are affected by the tragic incident are receiving medical care. D'autres victimes gravement blessées ont été évacuées et conduites à l'hôpital du Baboua. Il y a des victimes plusieurs nationalités, centrafricaines, camerounaises, tchadiennes et d'autres. Les autorités sont actuellement en train d'identifier le corps. According to a statement from the Central African Republic prosecutor at the Buba High Court, preliminary findings show the landslide was caused by the collapse of several underground tunnels where the miners were working in synergy with the Central African Republic. The governor of the East region announced that special arrangements have been made to transport Cameroonians who are willing to return. He added that security measures have been put in place to clamp down on any actions that could disturb public peace. Et le gouvernement camerounais, à travers son porte-parole, le ministre de la Communication, confirme avoir engagé le rapatriement des corps et la prise en charge médicale des blessés transférés au Cameroun. Dans un communiqué publié il y a quelques minutes, René Emmanuel Sadi précise que les services compétents restent mobilisés pour la poursuite de l'identification des victimes et le suivi de la situation de part et d'autre de la frontière.
Il annonce également que des mesures ont été prescrites pour faire face à toute éventuelle atteinte à l'ordre public pouvant découler des mouvements de population que ce drame pourrait engendrer entre le Cameroun et la République centrafricaine. Dans l'actualité également, après plus de 8 mois en détention et une santé qui s'est détériorée, André Blaise Essama est désormais libre. L'activiste politique, interpellé dans le cadre des manifestations post-électorales de 2025, a été déclaré non coupable pour faits non établis ce 19 août 2026 par le tribunal militaire de Douala. Verdict similaire pour son co-accusé Zepan Scotty, qui recouvre lui aussi la liberté. Marinette Gimfak et Loïc Tegia ont assisté à l'audience ayant abouti à ces libérations. Le reportage. Nous sommes dans la joie, oh Yahweh, m'a libéré. Voilà, les amis de André Blaise Essama chantent de joie pour sa libération. Il a donc été déclaré libre ce mercredi 19 août 2026. Il était 14h49 lorsque le juge a donc appelé l'affaire Blaise Essama à la barre avant de le déclarer non coupable pour faits non établis. Rappelons que ça fait à peu près 300 jours qu'André Blaise Essama et le co-accusé Zepan Scotty étaient incarcérés à la prison centrale de Noubel pour plusieurs chefs d'accusation, notamment insurrection ou atteinte à la sûreté de l'État. Après 4 audiences, les deux ont recouvré la liberté. Au tribunal militaire de Douala était également présent l'artiste Mbanguissou qui a salué cette décision de justice en chanson. Moi, je suis venu ici, le premier jour, on le libère vraiment, c'est la fête. C'est la fête. Bangesho, Gita, Kijita, Owaso, Balonge, Dilatina, Mianomasu, Okusa, Dibé, là-bas, Moussimana, Nusango, Atibe, Komandedi, Ikusimo, Tuyena, Notondi, Bisso. Ciao. Merci. Pour les amis d'André Blaise Essama, le combattant, rien n'est terminé. Le combat est là. On continue avec le combat. On continue, on ne lâche rien. Rien n'est fini tant que tout n'est pas fini. Rien n'est fini. La patrie ou la mort, nous vaincrons. Marinette Gimfak, Loïc Tegia pour Balafon Télévision. La décision du tribunal militaire de Douala est également saluée par les avocats d'André Blaise Essama. Les maîtres Ngefak Augustin et Asson Michael, présents à l'audience, se félicitent d'un verdict très attendu. Maître Ngefak appelle par ailleurs les médias à rester attentifs au sort d'autres détenus de la crise post-électorale, notamment ceux poursuivis pour pillage en bande. Il s'exprime au micro de Marinette Gimfak et Loïc Tegia une fois de plus. Il a été accusé sur des faits qui n'ont jamais été prouvés ni rapportés. La loi a été seulement récitée. L'accusation ne pouvait rien prouver et n'a rien prouvé. Nous n'avons rien caché. Le juge a compris, les 3 juges, ils ont compris. Le peuple, les regardants, ils ont déclaré les 2 non coupables. C'est tout ce que nous pouvons dire. Nous avons besoin de cette justice. Au contraire, ce que nous pouvons décrier dans d'autres compositions relativement à ces enfants qu'on a arrêtés injustement, vous voyez, on arrête 25 personnes. On se retrouve devant là-bas avec une seule personne et on parle de pillage en bande. Ça fait mal au cerveau. Donc je crois que vous allez faire de bons reportages pour amener ces juges qui veulent couvrir la forfaiture à libérer tout le peu qui reste encore. Alors j'aimerais saisir cette occasion pour remercier le peuple camerounais et particulièrement la diaspora pour tout ce qu'ils ont fait pour nos clients et nos chers combattants, M. Essama André Blaise et M. Zepan Scotty Winner. Je tiens aussi à féliciter la société civile pour tout ce qu'ils ont fait, leur activisme, et aussi nos différents médias au Cameroun qui se sont assurés que cette affaire sera diffusée sur les différentes plateformes pour que tout le monde puisse connaître ce qui se passe et voir justice être rendue pour ces deux. Les amis et compagnons de l'activiste André Blaise Essama, présents à l'audience ce mercredi, ont également célébré cette libération. Pour eux, c'est un ouf de soulagement qui vient mettre un terme aux multiples visites en prison et permettra à Essama de prendre soin de sa santé. Leur impression dans cet extrait.
C'est un soulagement pour moi et je rends gloire à Dieu et je dis merci à tous ceux qui ont été là, les chaînes de télévision comme Sebalafon, oui, et tous ceux qui sont venus nous accompagner pour ce réussite. C'était difficile, mais aujourd'hui on est content parce qu'on l'a libéré. Aujourd'hui, nous avons eu une victoire pour Essamaora, soit la patrie, soit la mort. Nous, on était déterminés. Ce n'était pas facile, vous-même, vous avez vu, depuis le 10, on ne fait que renvoyer, ce n'était pas facile. Mais les dieux des 4 coins du Cameroun se sont levés pour dire Essamaora, André Blaise Essamaora, a à laisser à la génération future. C'est de ça qu'il s'agit. Aujourd'hui, c'est une très grande joie pour moi. Si je buvais la bière, peut-être je devais boire même 5 casiers aujourd'hui. Parce que ça n'a pas été facile. Depuis 8 mois qu'il est en prison, le fait d'aller rendre visite. Tu arrives, rien que son pied peut te faire mourir de pleurs. Surtout parce qu'on ne sait pas vraiment pourquoi est-ce qu'il est là-bas. Très heureuse parce que ça n'a pas été facile. Voilà, ça fait pratiquement 8 mois qu'il a été arrêté, gardé. Tous les jours, il fallait partir là-bas, lui rendre visite, l'apporter à manger. Ce n'était pas facile. Donc, comme il a été déclaré non coupable, honnêtement, je suis très heureuse. Je suis très, très heureuse parce que je sais déjà qu'il va essayer de prendre soin de lui côté santé parce qu'il est malade. Fan club! Fan club! Dans la suite du journal, le sacre royal d'un nouveau chef est au cœur d'un différend à Douala, alors que la cérémonie d'intronisation de Sa Majesté Louis-Dine Dika Akwa, chef supérieur des Bonambela et roi des Akwa, est annoncée pour le 10 octobre prochain. Des voix s'élèvent. La famille Bonadika Pondo de Bonambela conteste sa désignation. Elle l'a fait savoir le week-end lors d'une visite de travail au sein de la chefferie Mbanya, conduite par Sa Majesté Pierre, Patrick et Lankoto. La rencontre a également permis aux Mbanya de réaffirmer leur statut de village reconnu par l'administration. Olivier Fotso et Fondreni Marquez étaient sur place. Indigenes of Mbanya in the Douala 5 subdivision have reiterated that Mbanya remains a village with a ruler recognized by the administration. This was reechoed over the weekend during a working session between the Mbanya chiefdom and the Bonadika Pondo family of Bonaleke Akwa. Venu assister à une séance de travail concernant ce que nous entendons par le sacre de chef supérieur du canton Akwa. À cela, nous avons eu un échange franc pour leur réitérer ce que le prophète a dit, qu'aucun mouvement ne doit être effectué sur le lieu où le président de la République a été roi. Ainsi donc, ils ont aussi apprécié notre position. Mais d'ores et déjà, nous leur avons assuré que Mbanya reste un village que l'administration reconnaît ainsi que sa chaufferie. Another issue raised during the meeting was a planned enthronement of Dika Louis as Superior Chief of Canton Akwa, scheduled for October 10th, 2026. The Bonadika, who consider themselves the ruling family, said they are opposed to the coronation and will not recognize him as such. In response, the spokesperson of the Mbanya chiefdom, Bebe Tonde, assured them of their support, adding that the senior divisional officer has taken up the matter. Pour qu'on se concerte par rapport à l'arrivée du sacre le 10 octobre, chef supérieur du canton Akwa, nous avons dit qu'il n'y a rien d'avoir peur, puisque le préfet lui-même a pris cette affaire en main en interdisant l'accès à chacun, même à la chefferie Mbanya, de descendre pour quoi que ce soit à l'endroit du lieu sacré. After the meeting with the Mbanya indigenes, led by His Majesty Pierre Patrick Elonkoto, the Bonadika Pondo family said they were satisfied. They added that they will leave no stone unturned to prevent the coronation of Dika Louis as paramount ruler of Canton Akwa. Malgré la contestation, les préparatifs sont officiellement lancés. La cérémonie d'intronisation de Sa Majesté Louis-Dine Dika Akwa, roi du canton Akwa, sera un moment de tradition pure et de transmission de la tradition à la jeune génération.
Précision faite par Gabriel Eteki et Bokolo, membres du comité d'organisation et de supervision de l'événement, lors d'un point de presse donné à Douala. Je vous propose de suivre un bout de sa déclaration captée par Jiré Sazangué. Le sac royal du 10 octobre 2026 ne sera pas une simple manifestation événementielle. Il s'agit d'un moment solennel de transmission, de continuité et de célébration de l'autorité traditionnelle. À travers ce sacre, le canton Akwa entend mettre en lumière la profondeur historique de son institution royale, la mémoire de ses ancêtres et la continuité de la tradition qui unit les 20 villages du canton. Ce grand rendez-vous historique, organisé par le canton Akwa pour consacrer solennellement la session au trône de Sa Majesté Louis Dindika, revêt pour nous un caractère sacré. C'est un grand rendez-vous historique organisé par le canton Akwa pour consacrer solennellement la session au trône de Sa Majesté. Sur nos axes routiers, notamment sur la nationale numéro 5, le calvaire se poursuit entre Bekoko, dans le littoral, et Mambor, chaussée fissurée, nid de poules géants et panne à répétition. Les usagers dénoncent un axe devenu difficile à pratiquer et qui rallonge considérablement les trajets. Pour rallier l'ouest, certains voyageurs vont jusqu'à privilégier la moto qu'ils jugent moins risquée que le transport en véhicule. Les chauffeurs, eux, disent multiplier les passages chez le mécanicien, parfois au bout de 24 heures seulement. Jiré Sazangué et Fondre Desmarquez sont allés constater l'état de la route. Leur reportage. Despite ongoing work to partially repair sections of the damaged road on National Road number 5 leading to the West Region, the Bekoko-Mambor stretch continues to pose a threat to commuters. Quittant même de Douala pour Loum, nous avons évité, on a raté le pire parce qu'on a failli avoir un accident ici au niveau de Banga. Il y a eu un accident. Nous sommes entrés dans un gros trou et la voiture s'est tellement inclinée au point où il a fallu que les passagers basculent d'un côté pour amener le poids pour que nous restons. Et si on tombait, c'était le ravin. Passengers complain that giant potholes and cracked tarmac are slowing their journey. On était à 16h, quittant Loum pour Bangou. Nous sommes quittés à 6h, tant pour moi. Nous sommes arrivés à 16h. Un trajet de moins de 100 km. On a fait au moins 6 heures de temps en route. Donc c'était vraiment très fatigant le voyage, les risques. Je faisais 1h30 de Douala pour Loum. Mais en ce moment, je me retrouve à faire 2h, 3h, 3, 4 heures même en route. Donc elle est très mauvaise, très mauvaise. According to commuters, National Road number 5 has deteriorated to the point where it is almost unusable. À partir de Loum jusqu'à Bafang, c'est catastrophique. Donc il n'y a pas un tronçon où tu vas rouler 10 km sans avoir ces cassures-là. Il n'y a pas, c'est catastrophique. Quand tu quittes Loum, là au niveau Carrefour Tombel à Loum, c'est gâté. Maintenant, on quitte de là jusqu'à Loé. Après Loé, pour arriver à Mandio, c'est catastrophique encore. Drivers plying National Road number 5 are also feeling the pinch. Nous perdons beaucoup parce que quand nous voyageons comme ça là, un tour en route, un tour au garage. Par exemple, quand je suis là, comme je pars là, comme je retourne tout à l'heure là, demain la voiture ne va plus voyager parce qu'il y a beaucoup à faire sur ça. Vehicle breakdowns due to the bad road at times force passengers to trek long distances to get another ride. Some passengers now prefer to travel to the West Region by bike, arguing that it is less risky than traveling by vehicle. Une question en économie ici. Le dépôt pétrolier de Kribi permettait de mieux sécuriser l'approvisionnement du marché camerounais. Le projet entre dans une nouvelle phase avec un délai de 30 mois prévu pour sa construction et sa mise en service. Ce centre doit accueillir des stocks de produits pétroliers liquides et de gaz de pétrole liquéfié afin de réduire la vulnérabilité du réseau national face aux éventuelles ruptures d'approvisionnement. Écoutons à ce propos Patrice Elamé, nouveau directeur général du dépôt pétrolier de Kribi. Ce projet afin de doter le Cameroun de nouvelles infrastructures
qui ont pour objectif de rendre le secteur pétrolier aval résilient. Parce qu'aujourd'hui, nous connaissons la situation du déficit auquel nous faisons face et qui ne nous permet pas sereinement de pouvoir encaisser les chocs exogènes qui pourraient déstabiliser donc le secteur pétrolier aval, notamment en termes de disponibilité des produits pétroliers sur l'ensemble du réseau d'approvisionnement. Donc c'est un projet qui a vocation à doter le Cameroun dans sa première phase de 140 000 m3 de produits pétroliers, donc 90 000 m3 de gazole et 50 000 m3 de supercarburant et 12 000 tonnes métriques de GPL. Vous connaissez la problématique qui est en rapport avec la disponibilité du GPL et notamment les questions de stock de sécurité. C'est donc les objectifs qui sont poursuivis par ce projet. Voilà, le président du conseil de l'administration l'indiquait, c'est 30 mois, nous tiendrons les 30 mois. Nous parlons à présent des rendez-vous à ne surtout pas manquer les consultations prénatales. Elles interviennent avant l'accouchement et ont pour rôle de suivre l'évolution de la grossesse, surveiller la santé de la mère et du bébé, dépister d'éventuelles complications. Malgré leur importance, le constat sur le terrain est tout autre. Certaines femmes enceintes tardent encore à se faire suivre. Reportage Joël Ferdinand Iwanet. La grossesse est une période de profond changement pour la femme, tant sur le plan physique que psychologique. Pourtant, le suivi prénatal, essentiel à la surveillance de la mère et du fœtus, reste encore négligé par de nombreuses femmes enceintes. Le constat, c'est que les filles à l'âge de 15 à 20 ans, oui, sont régulièrement enceintes et ne sont pas suivies correctement, ne suivent pas normalement leur visite prénatale. Oui, par manque de connaissances et par manque de suivi, par manque de moyens aussi. Oui, par manque de moyens. Ça constitue un grave danger parce que les visites prénatales, normalement, doivent se faire au premier trimestre. C'est même le plus important pour moi. Pour le docteur Yannick Guifo, une consultation prénatale efficace repose sur plusieurs étapes. Cette phase est généralement beaucoup négligée par les jeunes mamans, alors que c'est très important. Beaucoup de personnes se disent que les consultations prénatales commencent à partir du 3e mois de grossesse. Mais je suis en même de leur dire qu'ils se trompent parce que beaucoup de femmes perdent leur bébé au courant des 3 premiers mois. Parce que justement, il y a une négligence qui se fait. On attend à avoir 3 mois avant de venir consulter. Mais la consultation prénatale commence effectivement le jour où vous savez que vous êtes enceinte. En ce moment, vous commencez les visites prénatales dans le but vraiment d'accompagner la grossesse avec tout ce qui rentre autour pour pouvoir préserver cette grossesse et l'amener à bon terme. Parmi elles, la régularité des consultations prénatales. Elle pose ces différentes plaintes qui l'ont amenée vers le médecin. Et le médecin, une fois écouté ces différentes plaintes, va essayer de trouver un diagnostic médical avant pour savoir quelle sera la prise en charge après le diagnostic. La consultation prénatale ne garantit pas un accouchement sans difficulté, mais elle constitue néanmoins un rendez-vous essentiel pour préserver la santé de la mère et du bébé et mieux préparer la naissance. Toujours dans la région de l'Ouest, la communauté Batoufam célèbre sa jeune fille. Le week-end dernier, les 15 villages du groupement se sont retrouvés à Bayangam autour de la célébration de la fille Batoufam, une occasion de mettre en lumière les savoir-faire, les traditions et les valeurs transmises aux nouvelles générations à travers l'art culinaire, la formation, les danses traditionnelles et un concours de propreté. Franck Duroc-Dassonquin y était. Dès les premières heures, l'esplanade de la chefferie supérieure Batoufam s'est animée. Femmes en tenue traditionnelle, jeunes filles, notables et chefs traditionnels se sont retrouvés pour célébrer la jeune fille Batoufam. Une journée consacrée au savoir-faire des 15 villages du groupement, avec au programme gastronomie, propreté et culture. Si nous mettons un accent particulier sur la femme, c'est parce que nous pensons donc à l'avenir, à notre patrimoine et tout ce que nous pouvons préserver. D'un village à l'autre, les spécialités culinaires sont exposées et soumises à l'appréciation du jury. Mais ici, le goût ne suffit pas. La propreté des espaces figure également parmi les critères de cette compétition. Semaine qui a
Donc il y a eu beaucoup de formations, il y a eu beaucoup d'interventions, des formations qui, à l'endroit des jeunes, surtout des jeunes filles. Et donc en suivant toutes ces instructions pour la communauté, je pense que ça sera très loin d'arriver. On ne pourra pas avoir la dérive dans une société aussi éduquée. Pour Sa Majesté Innocent Nayang Toukam, la rencontre dépasse le cadre d'une simple célébration. Elle doit surtout permettre de transmettre aux plus jeunes les valeurs qui fondent l'identité Batoufam. Un peuple complet par la conservation de ce qu'ils ont comme richesse, comme patrimoine matériel et immatériel. Et parlant du cas de la journée de la jeune fille que nous célébrons, on pense que si la femme tient les rênes du développement, je pense que ça ne sera qu'une évidence que la communauté se développe. Au thème de la journée, les 15 villages ont une nouvelle fois affiché leur savoir-faire. Une célébration qui aura aussi mis la jeune fille au cœur de la transmission des traditions du groupement. À Yaoundé, dans la région du centre, les saveurs de l'Est Cameroun s'invitent à la table. Le mbol, plat traditionnel aux multiples déclinaisons, est à l'honneur à l'occasion de la 6e édition du Festival international du mbol organisé dans la capitale. Entre transmission culturelle, gastronomie et entrepreneuriat féminin, ces promoteurs rêvent désormais de voir cette spécialité accéder un jour au rang de patrimoine mondial. D'autres précisions dans ce reportage de Sébastien Oyébé et Julien Bapungué. Explanade du musée national. Dans les marmites, les parfums de l'Est Cameroun se font riches et envoûtants, portés par les épices forestières. Ici, le mbol se décline en plusieurs recettes, adaptées aux occasions et aux traditions. Beaucoup plus à l'Est, on peut citer 4 appellations même d'abord, mais plusieurs variétés, plusieurs façons de préparer. Parce qu'il y a des mbols qu'on fait pour des femmes qui allaitent, qui viennent d'accoucher, pour booster la montée du lait. Il y a des mbols qu'on fait pour des femmes qui sont en début de grossesse, pour booster l'appétit. Il y a des mbols qu'on fait pour des dots, des mariages. Il y a des mbols qu'on fait pour des femmes qui veulent même accoucher. Bon, ici, nous faisons de mbol classique, c'est-à-dire de mbol que tout le monde peut consommer. Aujourd'hui, place au mbol du oignon, bâton, viande boucanée, aubergine, poisson fumé et épices traditionnelles composent cette recette servie avec du couscous de manioc. Une cuisine identitaire qui séduit bien au-delà de la communauté de l'Est. Les amoureux du mbol, si je peux dire ça comme ça, ne sont pas seulement les gens de l'Est. Si j'ai 10 clients de mbol, par exemple par jour, je peux avoir 6 étrangers. Au-delà de la gastronomie, le festival veut faire du mbol un véritable outil de promotion culturelle et d'autonomisation des femmes. Nous voulons peut-être bénéficier de plus d'intérêt de la part de toutes les institutions, à même de nous permettre d'hisser le mbol au rang de patrimoine international ou mondial, pourquoi pas. Artistes, artisans et entrepreneurs de l'Est Cameroun sont également mobilisés pour cette 6e édition du Festival du mbol jusqu'au 26 août à l'esplanade du Musée national. Bienvenue dans la deuxième partie du Grand Plateau. Pourquoi la construction d'immeubles à risque persiste au Cameroun malgré toutes les mesures annoncées pour éradiquer ce fléau qui a déjà coûté la vie à plusieurs centaines de personnes à chaque effondrement de bâtisse? Le gouvernement, les autorités administratives et municipales accusent les propriétaires d'être responsables de tous ces drames qui endeuillent des familles depuis des années. Bien que décriant et condamnant énergiquement cet incivisme caractérisé, la grande question, c'est comment ces immeubles de plusieurs étages peuvent être construits à l'insu des services compétents, au point où seul Douala en compte 31 à risque recensés par la mairie de ville. La faute aux propriétaires ou aux autorités? Jean-Paul Chouniat s'interroge. Aux premières pluies qui ont causé des inondations à Douala, la mairie de la ville a dit avoir identifié une trentaine d'immeubles à risque.
Ces services techniques envisagent de détruire toutes ces bâtisses pouvant s'effondrer à tout moment, comme c'est le cas depuis une dizaine d'années, avec des centaines de morts déjà enregistrés. À chaque sinistre, les autorités administratives accusent et blâment les propriétaires d'avoir érigé des ouvrages imposants dans des zones inconstructibles, en toute violation des normes de construction des bâtiments. Et devant ces drames nationaux qui choquent émotionnellement l'opinion publique, presque traumatisée par des pertes en vies humaines, le gouvernement de la République, à travers des sorties très souvent groupées des ministres Paul Atangandji de l'administration territoriale, Célestine Ketchakoutes du développement urbain et de l'habitat, condamne avec la dernière énergie devant caméras de télévision, énumérant évidemment des mesures d'urgence prises, tout en créant des comités X et Y pour réfléchir et proposer des pistes de solutions presque jamais implémentées. Et comme toujours, la faute aux propriétaires qui ont construit sans permis de bâtir, sans recours à la moindre expertise en études de sol, ni contrôle de qualité des matériaux utilisés dans ces constructions, encore moins disposant d'un plan architectural. Des immeubles de plusieurs étages superposés poussent en toute clandestinité jusqu'à un semblant d'achèvement des travaux. Un chantier visiblement achevé et habitable, mais en réalité un piège mortel pour ceux qui y emménagent, jusqu'au jour où l'irréparable se produit. Au terrible constat fait, les services techniques de la municipalité sont très souvent étonnés de n'avoir été au courant quand ces agents ne font pas du ponce-pilatisme, mais ont préféré fermer les yeux pour corruption quand eux-mêmes n'ont pas demandé à l'être ou simplement influencés par leur hiérarchie ou intimidés par des coups de fil des puissants du pays. Des croix de Saint-André ont été posées sur plusieurs constructions en cours pour X ou Y motifs de violation des normes de construction. Mais du jour au lendemain, toutes ces marques d'interdiction ont disparu. Les chantiers poursuivis jusqu'à l'achèvement des travaux. Que se passe-t-il en réalité pour que tous ces chantiers aux avis défavorables à la construction aillent jusqu'à leur terme, au vu et au su des autorités administratives et municipales? D'ailleurs, où est passée la commission communauté urbaine de Douala, mairie d'arrondissement et services du Mindu, créée après le drame de Mobile Guinness pour lutter contre l'occupation illégale des sols et veiller au respect des normes de construction? À cette commission de dire la vérité à l'opinion nationale, souffre douleur des indignations à chaque effondrement mortel d'édifices à Douala ou ailleurs sur le territoire camerounais. Essayons de comprendre tout cela avec notre invité. D'ailleurs, il nous a rejoint en plateau, Bertrand Beb Aïkoué. Bonsoir, bienvenue. Bonsoir Madame Mayo, et je vous remercie pour l'honneur que vous nous faites de nous recevoir comme ça sur votre grand plateau. Merci à vous d'avoir accepté notre invitation. Je précise que vous êtes coordonnateur du guichet unique de facilitation de la délivrance des actes administratifs relatifs à l'utilisation du sol et à la construction au sein de la communauté urbaine de Douala. Justement, parlons de Douala. La ville de Douala est régulièrement citée en exemple pour illustrer l'état de l'occupation, alors la gravité de l'occupation anarchique des espaces publics. Est-ce à tort ou à raison? Alors, je ne dirais pas que c'est à tort ou à raison. Il y a un certain nombre de faits quand même qui méritent qu'on s'y attarde. C'est vrai que ces dernières années, on a eu un certain nombre d'événements malheureux avec des effondrements d'immeubles, avec des pertes en vies humaines. Au niveau de la communauté urbaine de Douala, on n'avait certainement pas prévu, je vais dire ça comme ça, ces événements tragiques-là, mais on s'efforce au quotidien à pouvoir réguler l'occupation des sols dans la ville. La communauté urbaine s'est dotée depuis 2015 d'un plan d'occupation des sols et d'un plan directeur d'urbanisme à l'horizon 2025. Et la révision de ces documents est en cours. Et parallèlement également, la mise en œuvre de ces documents de planification urbaine, notamment les plans d'occupation de sol, se fait à travers la délivrance des actes administratifs d'urbanisme au rang desquels les permis de construire. Et la CUD a mis en œuvre de manière complète les instructions de l'État du Cameroun, répercutées aux collectivités territoriales décentralisées par le Premier ministre du gouvernement, qui demandait que les collectivités territoriales décentralisées mettent en leur sein des guichets uniques pour pouvoir encadrer justement l'activité de construction, avec des commissions d'examen des dossiers de demande de permis de construire qui se chargent justement de pouvoir examiner dans les détails les projets qui leur sont soumis. Donc je ne dirais pas que rien n'est fait au niveau de la communauté urbaine. Beaucoup est fait parce que
Il y a un cadre qui est mis en place, mais malheureusement, force est de le constater. Votre reportage le dit d'ailleurs suffisamment. Il y a encore un certain nombre de personnes, malheureusement, qui se mettent en marge de ces dispositions légales et réglementaires qui consistent, avant le début d'un chantier, quel qu'il soit en milieu urbain, dans la ville de Douala, il faut pouvoir obtenir un permis de construire au niveau des services de la ville. Mais qu'est-ce que ça coûte justement d'obtenir ce permis de construire? Parce qu'à votre niveau, vous le dites, beaucoup de bâtiments dans la ville de Douala sont construits sans permis. Oui, le permis de construire d'abord, c'est un acte par lequel le maire de la ville autorise une construction, même si celle-ci ne dispose pas d'une fondation. Alors, au sens des textes en vigueur, notamment la loi 2004 sur l'urbanisme et ses décrets d'application, notamment le 2016-35A8-PM du 28 juillet 2016 qui fixe les règles d'utilisation du sol et de la construction, le législateur a bien prévu les formes et les conditions d'accès à ce document qui devrait, et je parle au conditionnel, conditionner le début de l'exécution des travaux sur le terrain. Donc c'est un document qui est relativement simple d'obtention. Simplement, il faut préparer un dossier de demande de permis de construire en bonne et due forme qui, en son sein, regroupe 3 parties. Une partie administrative, une partie des études architecturales et une dernière partie des études techniques. Déposer simplement ce dossier, obtenir l'avis favorable de la commission qui est mise en place pour pouvoir examiner ces dossiers-là, régler les frais y afférents qui sont en moyenne de 2500 francs par mètre carré bâti. Donc, si vous construisez un immeuble de 100 mètres carrés, vous payez 250 000 francs. 2500. 2500 par mètre carré bâti. Okay. Donc, ça suppose que si vous avez un immeuble, une construction en plein pied qui fait 100 mètres carrés au sol, vous faites le calcul très aisément et vous serez amené à payer 250 000 francs des droits sur le permis de construire. Donc, ce n'est pas, de notre point de vue, un problème financier. C'est un problème de mentalité qu'il faut pouvoir déconstruire. C'est pour ça qu'au niveau de la CEDE, nous ne ménageons pas nos efforts dans le cadre de l'information, de l'éducation et de la communication dans ce domaine bien précis qu'est le domaine de la construction en milieu urbain. Récemment, on a appris de la communauté urbaine de Douala qu'il y a à date 31 bâtiments à risque dans la capitale économique. Ces bâtiments-là recensés par la communauté urbaine ont-ils des permis de construire? Malheureusement, non. On a fait le tour de ces différentes constructions qui n'ont d'ailleurs pas été recensées récemment. C'est un travail qui a été mis en place de manière progressive depuis un certain nombre d'années. On reviendra peut-être sur la procédure qui a conduit à la catégorisation de ces immeubles-là comme à risque ou menaçant en ruine. Mais c'est un processus. Donc, nos équipes, de manière quotidienne, qui sont sur le terrain, sont chargées dans le cadre de leurs activités quotidiennes, de pouvoir sillonner les différents arrondissements de la ville et de pouvoir identifier ce type de construction-là qui, de leur point de vue, visuellement, présente des risques. Et la procédure consiste à dresser un procès verbal qu'ils soumettent à la hiérarchie. Et c'est à nous, la hiérarchie, de pouvoir juger sur la base des constats qui ont été opérés par nos agents si l'immeuble est à risque ou menace ruine, et puis de déclencher la procédure qui a été arrêtée par le maire de la ville pour ce type de construction. Justement, Bertrand, parlons du constat fait par les agents. Sur quels critères les bâtiments en question ont été classés comme étant à risque? C'est une très bonne question. Et là, au départ, on fait un certain nombre de constats visuels. Vous avez un certain nombre d'indicateurs qui nous font penser que ces bâtiments présentent des instabilités ou sont à risque. Donc, vous avez par exemple des poteaux qui explosent, laissant apparaître les fers corrodés. Vous avez peut-être des dalles qui s'affaissent.
Vous pouvez avoir un sol instable sur lequel le bâtiment est implanté, comme le bâtiment que nous avons à l'image, et qui a une légère inclinaison. Vous voyez clairement, à vue d'œil, cette inclinaison-là. Il y a un ensemble de critères comme ça qui ont été définis dans les textes pris par M. le maire de la ville, notamment un arrêté de 2022 qui fixe les modalités de construction, qui a été repris en 2024 par M. le maire de la ville en introduisant un chapitre entier qui est consacré aux constructions à risque. Donc, sur cette base-là, les agents, à partir des critères que je viens d'évoquer, dressent un procès verbal, ils signalent la construction et ils adressent ce procès verbal à la hiérarchie que nous sommes, à charge pour nous de pouvoir dérouler la procédure. Je ne sais pas si on rentre directement dans cette procédure-là allons-y. En quelques étapes. Ce serait trop facile sur une base visuelle comme ça, de dire que votre immeuble menace ruine et de venir le lendemain le démolir. Vous êtes d'accord? Il faut donc se prémunir contre un certain nombre de procès administratifs que la CUD peut subir de la part des usagers. Donc, dans le cadre de cette procédure, il faut absolument qu'après le constat visuel qui a été fait sur le terrain, que nous ayons un rapport technique d'un laboratoire agréé par le ministère des Travaux publics qui catégorise effectivement ce bâtiment comme menaçant ruine. On a d'ailleurs, au niveau de la ville de Douala, signé une convention avec le Laboratoire national de génie civil, le Labo-Génie, pour justement traiter ce type de questions-là. Mais la procédure en elle-même exige, dans un premier temps, une fois que le constat a été fait, première chose, libérer l'immeuble de ses occupants. Parce que l'objectif visé dans le cadre de cette démarche, c'est de protéger les vies humaines. Donc on libère l'immeuble de ses occupants, on dresse tout autour un périmètre de sécurité, et après, donc, on peut donc déclencher toute la procédure qui consiste à réaliser l'expertise technique de cet ouvrage qui va nous dire soit que l'immeuble est en ruine et il faut le démolir, ou alors qu'il y a des choses à faire, parce que vous pouvez visuellement avoir l'impression qu'un bâtiment va s'effondrer, mais un rapport géotechnique vous dit non. Qu'il est possible de rattraper la construction. Et donc on prescrit au maître d'ouvrage, au propriétaire de cet ouvrage-là, dans un délai bien précis, de pouvoir exécuter ces travaux de reprise en sous-œuvre qui permettraient justement de rallonger la durée de vie de l'ouvrage et changer la catégorisation de cet ouvrage de construction menaçant les constructions à risque vers une construction normale, habitable par les citoyens de la ville. Ce que vous dites nous fait penser à un drame survenu récemment, celui de Bonamoussadi, dans le 5e arrondissement, où un immeuble présentant auparavant des risques s'est effondré et a tué 6 personnes, blessé d'autres. Est-ce que les mêmes mesures avaient été prises et pourquoi le drame n'a pas pu être évité? Malheureusement, pour cet immeuble-là, il nous a été rapporté par les agents de la direction de la police municipale et de la sécurité de la communauté urbaine de Douala qu'effectivement, des actions en vue de libérer l'immeuble de ses occupants avaient été engagées. Un périmètre de sécurité avait été dressé. L'immeuble avait été effectivement libéré. Mais nuitamment, clandestinement, les citoyens se sont réinstallés dans cet immeuble, malheureusement. Et il faut faire la différence entre des immeubles anciens construits il y a un certain nombre d'années et qui sont sujets à des intempéries et des immeubles neufs qu'on construit actuellement sur le terrain et qui, cette fois-là, peuvent menacer, risquer ou présenter
un risque quelconque sur le terrain parce qu'ils ont été mal exécutés par les techniciens chargés de les mettre en œuvre. Donc, pour cet immeuble-là, de manière particulière, des dispositions avaient été prises. Malheureusement, je le dis pour le regretter, les gens sont nuitamment revenus dans cet immeuble. Ils y sont élus domicile et malheureusement, le drame est arrivé. Justement, dans les témoignages, on parle de personnes qui ont réinvesti l'immeuble depuis des années. Hein. Certaines sont décédées, d'autres sont encore en vie, sans abri, mais en vie tout de même. Et il y a cette question qui revenait à chaque fois. Est-ce que la mairie de ville ou la communauté urbaine fait le suivi une fois qu'elle a fait le constat de la dangerosité d'une construction, une fois qu'elle a peut-être constaté qu'un immeuble est en train de pousser sans permis de construire, est-ce qu'il y a un suivi qui est fait ou la mairie de ville est surprise à chaque fois? Vous dites deux choses. D'un côté, vous parlez des constructions en cours pour lesquelles un suivi de l'exécution doit se faire tout au long du chantier. Et la deuxième chose, c'est des immeubles identifiés comme à risque ou menaçant ruine qui ont été libérés de leurs occupants. Et là également, une veille permanente doit être faite pour ne pas permettre que les gens s'y réinstallent. Oui. Pour le premier cas, on a effectivement une direction de la police municipale dont les agents sillonnent les 5 arrondissements continentaux de la ville de manière quotidienne pour pouvoir questionner les promoteurs des constructions sur la régularité de leurs ouvrages. La régularité s'entend l'obtention préalable du permis de construire. Et donc ce travail est fait. Malheureusement, force est de constater qu'un certain nombre de chantiers poussent dans la ville sans qu'ils n'aient satisfait à cette disposition légale qui consiste à obtenir préalablement un permis de construire parce que s'effectuant le week-end, s'effectuant dans la nuit pour certains, à l'abri des regards de nos agents de la police municipale. Et malheureusement, on arrive souvent à des situations comme celles que nous vivons dans la ville. Mais au niveau de la communauté urbaine de Douala, c'est une question qui nous préoccupe au plus haut point. C'est pour ça que M. le maire de la ville, ces dernières années, s'est employé à augmenter en quantité les effectifs de la police municipale parce que le territoire de la ville de Douala est extrêmement étalé et donc il faut, avec cette multiplication des agents, que nous puissions couvrir l'ensemble du territoire. Quand vous arrivez aujourd'hui, Madame Mayo, sur une construction à Ngombe ou à Ngoma, vous déposez une convocation, vous demandez au maître d'ouvrage d'arrêter les travaux, aux équipes techniques que vous avez trouvées sur le terrain d'arrêter les travaux. Je ne suis pas sûr qu'avec les effectifs que nous avons, vous êtes capable d'y repasser encore dans les 2 ou 3 semaines ou 4 semaines qui suivent. Et donc, malheureusement, nous sommes bien obligés de le dire, la modicité des ressources humaines dont fait face la communauté urbaine de Douala peut également être évoquée pour justifier effectivement le fait que ces immeubles-là poussent de manière anarchique sur le terrain. Pour ce qui est des constructions qui ont été identifiées comme à risque, le cas spécifique de Bonamou Sadi est symptomatique. Il est symptomatique dans le sens où des actions fortes ont été engagées. Lesquelles? De libérer cet immeuble-là de l'œuvre. Demander de libérer ou bien contraindre? Contraindre. On a contraint les occupants de cet immeuble-là à le libérer et ils l'ont fait. Malheureusement, derrière, ils s'y sont réinstallés. C'est le même cas pour l'effondrement qui a eu lieu à Mobile Guinness? Non, pas à Mobile Guinness, beaucoup plus récemment à l'Omnisport. Bépanda, oui. À Bépanda Omnisport, où les équipes de la communauté urbaine de Douala, de la direction de la police municipale, y étaient passées une semaine avant, avaient d'ailleurs cette fois-là apposé des scellés autour de l'immeuble. Mais savez-vous ce que ils ont enjambé ces scellés-là et ils ont recommencé les travaux malheureusement. Et derrière, un drame est arrivé avec perte en vies humaines. Ce n'est pas ce que nous souhaitons. Donc,
C'est l'occasion pour moi, étant entendu que je me retrouve ce soir sur votre plateau, à appeler les usagers de la ville de Douala à prendre leurs responsabilités. Parce que parallèlement, la ville prend les siennes en mettant en place un cadre réglementaire pour pouvoir encadrer l'activité des constructions dans la ville. Mais parallèlement également, on doit pouvoir, ces usagers-là, doivent pouvoir faire également leur part en se conformant aux dispositions légales et réglementaires qui veulent que pour pouvoir réaliser une construction dans la ville, il faut demander au préalable un permis de construire. Donc ça suppose que vous réalisez un certain nombre d'études préalables et c'est là une présomption de la qualité des ouvrages futurs qui seront réalisés. Donc si tout le monde aujourd'hui décide avant d'exécuter un chantier sur le terrain, de faire toutes les études géotechniques, de calcul de structure et autres, on peut quand même s'attendre à ce que de plus en plus la situation s'inverse et que nous ayons une ville qui soit agréable à vivre, celle que nous voulons d'ailleurs pour les citoyens de la ville de Douala. Ce qui est vrai, c'est que la mairie de ville communique régulièrement, fréquemment, à travers ses comptes officiels, notamment sur les réseaux sociaux. La communauté urbaine ou la mairie de ville sensibilise également régulièrement la population. Mais face à ce que vous avez qualifié de refus de coopérer de la population, comment comptez-vous la convaincre, cette population, à ne pas construire de manière anarchique, à ne pas occuper les sols à tort et à travers, à libérer les espaces dangereux pour éviter des drames? La première chose, et nous n'allons pas lésiner sur les moyens, et c'est ce que nous ferons d'ailleurs, vous le reconnaissez fort à propos, c'est la sensibilisation et l'éducation de masse des populations. C'est la première chose à faire. Et c'est le credo de M. le maire de la ville, à travers le guichet unique, à travers une division de la communication qui est relativement dynamique et qui communique de manière régulière sur un ensemble de dispositions, qu'elles soient légales, réglementaires ou bien pratiques, qui sont adressées aux usagers de la ville. Donc, l'éducation, la sensibilisation des populations. Nous allons continuer avec cette dynamique-là. L'autre chose que nous avons à faire, et nous le faisons plus ou moins bien sur le terrain, c'est la sanction. Parce que malheureusement, les citoyens camerounais sont tels que tant qu'ils ne sont pas sanctionnés, ils ne marchent pas. Et puis derrière, on va nous renvoyer à la figure toujours la question sociale pour dire on va les casser, où est-ce qu'ils vont aller? Mais à un moment donné, on doit pouvoir y arriver. Et le maire de la ville a décidé, Madame Mayo. Donc, l'activité que vous avez vue, qui a donné lieu au communiqué de maire de la ville, avec un recensement de 31 constructions, on va aller au bout de la démarche. Au bout de la démarche qui consiste, pour certains immeubles, à demander aux maîtres d'ouvrage de rattraper s'ils sont rattrapables. Et pour les autres, d'ailleurs, c'est un secret de polichinelle, nous allons aller vers leur démolition pure et simple. Et si on arrive à cette extrémité, parce qu'on considère que c'en est une, parce que pour nous, au niveau de la ville de Douala, on ne souhaiterait pas aller démolir l'ouvrage d'un citoyen de la ville qui a investi énormément d'argent pour pouvoir réaliser l'ouvrage. Donc, on s'arrange toujours à essayer de mettre le maître d'ouvrage sur le droit chemin. Mais si nous devons aller jusqu'à la démolition de ces ouvrages, nous allons y aller afin que, par ces cas d'école-là, si ça peut permettre aux populations de changer de paradigme et d'essayer de s'aligner sur les textes à vigueur, pourquoi pas? Pourvu que derrière, nous ayons une belle ville et que nous sécurisions les vies des populations de la ville. Donc, Bertrand Bebaïkoué, la démolition de ces immeubles sera vraiment la dernière option? C'est la dernière option, parce que au niveau de la ville, on privilégie, je l'ai dit il y a quelques instants de cela, si on peut rattraper un désordre qui est constaté sur un immeuble, c'est l'option numéro 1, de rattraper ce qui est rattrapable.
le maître d'ouvrage régularise la situation administrative de sa construction, c'est-à-dire obtient un permis de construire, il réalise les travaux de confortement de son immeuble et tout le monde est content si jamais on arrive à cette fin-là. Malheureusement, pour d'autres, où le laboratoire de l'État qui a réalisé les expertises de cet immeuble nous dit que l'immeuble est irrécupérable, nous serons bien obligés de pouvoir démolir cet immeuble-là pour préserver les vies des populations de la ville. En une minute, hein, ce sera, et d'ailleurs on va sortir par là. Aujourd'hui, on parle de 31 bâtiments recensés comme présentant un risque. 31 bâtiments pour une aussi grande ville que Douala. Est-ce que c'est suffisant? Est-ce que l'opération de recensement se poursuit? Tout à fait, et c'est une opération qui est dynamique et qui concerne d'ailleurs nous tous. C'est le sens du communiqué du maire de la ville qui a donné un certain nombre d'informations utiles, notamment 2 numéros. Un numéro vers le 81 80 et un numéro de téléphone WhatsApp sur lequel vous pouvez envoyer des dénonciations avec des photos. C'est le 695 26 26 26. Et si vous envoyez une dénonciation, quelle qu'elle soit, quel que soit le lieu de situation de la construction, vous aurez des agents de la communauté urbaine de Douala qui vont y arriver pour faire dérouler la procédure, pour pouvoir sécuriser les environs de la construction. Le message est passé. Merci beaucoup Bertrand Mbemba-Ikwe d'avoir été avec nous ce soir. Je rappelle que vous êtes coordonnateur du guichet unique à la communauté urbaine de Douala. Merci et à très vite sur nos trentaines. Merci aussi à vous de nous avoir suivis. Très bonne fin de soirée. Rendez-vous demain 20h pour une nouvelle édition du Grand Plateau.